Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Ce soir, à Vue d'ici, on parle d'économie circulaire urbaine et d'une initiative du Conseil régional de l'environnement de Lanaudière. Et en deuxième partie, nous recevons, entre autres, la réalisatrice du documentaire Après coup, dans lequel 10 femmes victimes de violences conjugales témoignent de leur dure réalité. Restez avec nous, ça commence maintenant. À vous à la maison, bonsoir et bienvenue à cette autre émission de Vue d'ici et merci d'être présent. Économie, environnement. Nous n'avons plus le choix. Si nous parlons d'économie, nous devons parler d'environnement. Il y a toutes sortes de manières d'allier les deux. Il y a le développement durable, entre autres. Mais il y a aussi l'économie circulaire urbaine. Pour en parler avec nous, nous accueillons en studio Aurélie Charpentier, chargée de cours au Conseil régional de l'environnement de Lanaudière. Bonsoir, Émilie. Comment tu vas? Bonsoir, ça va très bien. Aurélie, oui. Pardon. Mais je me suis trompé une première fois, si tu te souviens. Dis-moi, qu'est-ce que c'est l'économie circulaire? Parce que c'est relativement nouveau. L'économie circulaire, te dit le mot développement durable en introduction. En fait, c'est une manière d'articuler le développement durable. Et si je le fais en une phrase courte, c'est faire plus avec moins. OK. Mais je pense qu'on a une petite diapo avec un schéma explicatif. Mettons, on va le voir à l'écran bientôt. Là, voilà. Ça, en fait, c'est le schéma explicatif que je vous ai ajusté au niveau du citoyen. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour que l'économie circulaire fonctionne, il faut qu'autant les citoyens, les entreprises, les municipalités participent à changer comment on voit notre consommation et notre mode de production. Donc, en fait, l'économie circulaire, c'est un moyen de répondre à l'économie linéaire qu'on connaît aujourd'hui. Et on y va avec 12 stratégies qui sont en fait des moyens de repenser notre consommation et notre production et d'optimiser à chacune des étapes de cette chaîne-là l'utilisation des ressources. OK. Je suis content d'entendre, un peu plus tôt, l'implication de tous et de toutes, dont les entreprises et les municipalités, parce que j'ai l'impression que dans tous les programmes pour l'environnement, on dirait qu'on ne demande qu'un effort aux citoyens, mais là, tout le monde est impliqué. Il y a des efforts à faire pour tout le monde. Oui, tout le monde est impliqué. Nous, au Conseil régional de l'environnement, on travaille autant avec les municipalités que les industries et les citoyens. Donc, vraiment, les publics cibles sont tous touchés parce que, justement, c'est un effort à mettre en place ensemble. Est-ce que tu es capable de nous faire une illustration de ce que ça peut être l'économie circulaire? Ce qui est intéressant en économie circulaire, c'est qu'on en fait tous sans vraiment le savoir. Hein? Oui. Ouais. Donc, dans le fond, ce que je vous ai sorti aujourd'hui, c'est vraiment des exemples concrets de ce qu'on peut faire en tant que consommateur citoyen en économie circulaire. Si on prend le numéro 1, qui est repenser, c'est consommer moins. Donc, comment est-ce que moi, là, au quotidien, je peux revoir ma relation avec la consommation et comment est-ce que je peux redéfinir que mon bien-être n'est pas nécessairement d'aller acheter quelque chose de nouveau? Parce qu'on le sait, souvent, quand on veut se récompenser, on va aller faire un achat. Mais ces achats-là et le bonheur que ça nous entraîne, c'est vraiment éphémère. Donc, et ils ont des conséquences. Oui, et ils ont des conséquences, exactement. Je peux peut-être, avant d'aller dans les exemples concrets, je peux peut-être expliquer le pourquoi de l'économie circulaire. En fait, c'est une réponse à l'économie linéaire qui a été mise en place après la Seconde Guerre mondiale, où là, le consommateur avait de plus en plus de pouvoir d'achat.
Donc, les industries, pour répondre à ça, on produit de plus en plus. Et pour produire de plus en plus, on doit aller extraire des matières premières en grande quantité. Ça, c'est le jeu de l'offre et de la demande. Exactement. La demande était intense. Était immense. Oui, oui. Donc, on a augmenté l'offre. Ce qui se passe, c'est qu'on a de moins en moins de ressources naturelles qui sont présentes dans l'environnement. Donc, ça prend beaucoup d'énergie pour aller chercher ces ressources naturelles-là. C'est notre premier problème. Ça crée de la pollution, ça crée des gaz à effet de serre. Donc, on engendre des problèmes environnementaux. Si on va à l'autre bout de notre modèle linéaire, il y a tout ce qui est gestion des déchets. Oui. Dans la Naudière, on a... Qui devient problématique. Oui, exactement. On a 3 sites d'enfouissement dans la Naudière. Les 3 vont être remplis dans les prochaines années. Puis quand je dis prochaines années, celui... C'est pas dans 20 ans. C'est pas dans 20 ans. Là. Celui de Saint-Thomas, c'est 2032. Celui de Terrebonne, Enviroconnexion, on parle de 2027, donc dans 3 ans. C'est vraiment très bientôt. Donc, on doit trouver des solutions parce que on ne peut pas juste ouvrir des nouvelles cellules d'enfouissement. Ça a vraiment des impacts sur la qualité de vie de tout le monde. Donc, l'économie circulaire, c'est les matières premières qu'on réutilise. Exactement. On répond à ça en réutilisant nos matières premières. Premièrement, il y a l'exemple des produits à usage unique. Ouais. On voit de plus en plus de réglementations municipales pour les éliminer. C'est vraiment, ça a un impact positif. C'est pas juste pour fâcher les citoyens et fâcher les entreprises qu'on fait ça. Ça a vraiment un impact autant au niveau des matières qu'on va extraire pour utiliser un ustensile 20 minutes le temps d'un repas qu'à l'autre bout, cet ustensile-là, il termine sa vie au dépotoir. Mais j'avoue qu'on est de plus en plus conscientisé. On voit de plus en plus des ensembles d'ustensiles réutilisables. C'est un exemple, oui. D'autres exemples, acheter en vrac, par exemple. Là, on est toujours dans le numéro 1, mais... Parce qu'en fait, c'est consommer moins, mais consommer mieux. Oui, consommer mieux, tout à fait. Donc, parce qu'il y a beaucoup aussi, et je suis un peu dans le 1, il y a beaucoup d'endroits où les vêtements peuvent être réutilisés, réachetables et durer assez longtemps. Oui. J'en fais beaucoup l'expérience, je peux vous assurer. Moi aussi. Il faut le faire. Oui, exactement. En fait, oui, je voulais vous amener justement là vers... prolonger la durée de vie des objets, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. C'est pas parce que nous, l'objet répond plus à nos besoins ou qu'on ne l'aime plus qu'il n'est plus utilisable par quelqu'un d'autre. Donc, il y a plusieurs stratégies qu'on peut mettre en place, que ce soit le don et la revente. Les meubles dans ma maison sont tous achetés de seconde main sur Marketplace, par exemple. Mes vêtements dans les friperies, les jouets d'enfants, la même chose. Donc, acheter usagé, don et revendre, ça va souvent ensemble. Mais j'avoue qu'au point optimiser, prolonger la durée de vie des produits, il y a une lutte intense qui s'exerce actuellement, peut-être depuis plusieurs années, avec je me souviens plus du terme, désolé, la fin de vie. L'obsolescence programmée. Ah, merci, merci Aurélie. Oui. C'est une lutte, là. Puis ça, en fait, c'est vraiment un bel exemple, l'obsolescence programmée. On a une loi qui n'est pas parfaite, qui est en train d'être adoptée pour le Québec. La France est un bon exemple aussi. Donc, c'est un bon exemple parce que c'est autant les gouvernements qui vont aller réglementer auprès des industries pour qu'on ait enfin des objets qui vont être plus durables puis qui, après 5 ans d'utilisation, ne vont pas arrêter de fonctionner tout simplement. Pour qu'ils soient réparables aussi, parce que ça, c'est un des grands problèmes. Souvent, il y a des pièces, exactement. Oui, voilà. Ça, c'est un grand problème qu'on peut adresser ça par peut la être réglementation. Mais pas de pièces. Oui. Après ça, au niveau du citoyen, ce qu'on peut faire, c'est aussi de conserver cette connaissance de la réparation-là qu'on est en train de perdre aussi petit à petit. Des réparateurs de petits électroménagers, il y en a de moins en moins. Il y a des initiatives citoyennes qui voient le jour dans d'autres régions. Par des organismes qui retapent des meubles, par exemple, ou ce qu'on appelle les repair cafés, qui sont des lieux d'échange où on a des bénévoles réparateurs qui viennent partager leur expérience ou tout simplement réparer pour des citoyens. Donc, on essaie de mettre ça en branle aussi dans la région parce que ce qu'on voit souvent, c'est dans des grands centres urbains. Dans des milieux ruraux, c'est un peu plus difficile à mettre en place, mais on essaie de travailler avec les municipalités présentement pour que ça se développe un peu partout. Et c'est ce que vous avez fait le 21 février dernier
avec plusieurs municipalités de la région. Qu'est-ce qui s'est passé cette journée-là? On a travaillé avec notre partenaire qui est la Nodière économique pour réunir les municipalités pour leur faire discuter sur c'est quoi les entreprises qui génèrent des déchets actuellement sur leur territoire et qu'est-ce que les municipalités peuvent mettre en place à leur niveau pour mettre en place de l'économie circulaire. Donc, c'est un événement où on voulait juste susciter la discussion. Et c'est ce qui est ressorti des échanges. En fait, on a besoin de lieux pour parler. Ce qui se passe, les gens ont le goût de parler, oui, il n'y a pas d'occasion. Les gens ont le goût de parler, mais les industries ont aussi besoin de se parler entre elles pour savoir c'est quoi ce qu'on va appeler les déchets, mais qui finalement ne sont pas des déchets, c'est des mines d'or. Les municipalités ont besoin d'être à l'écoute aussi de ces besoins-là pour faire du maillage entre les différentes industries. Puis là, quand on parle d'économie circulaire, c'est pas nécessairement à l'intérieur d'une même ville. Ça peut être au niveau régional. C'est encore plus optimal dans ce interrégional. Dans ce cas-là. Exactement. Ouais. On essaye de partir du plus local possible pour ensuite élargir. Là, maintenant, quelle va être la suite de cette... Honnêtement, une initiative que j'attends beaucoup, ces initiatives-là qui impliquent tout le monde. Quelle est la suite? Bien, en fait, la suite, ça dépend beaucoup de nos partenaires, des demandes qu'on va avoir. Nous, on lance des perches pour faire des projets. Je vous disais, le projet du Repair Café, c'est vraiment quelque chose qu'on veut travailler avec les MRC parce que souvent, dans leur plan de gestion des matières résiduelles, ils ont cette action-là. Donc, nous, on se dit, est-ce qu'on ne pourrait pas la travailler tous ensemble pour la faire rayonner au niveau régional? Donc, il y aurait ça. Il y aurait aussi de développer une espèce de feuille de route pour savoir on s'en va où de manière régionalement en économie circulaire, qu'est-ce qu'on veut vraiment. Et ce qu'on se fait dire aussi, c'est que beaucoup de personnes et d'organismes font de l'économie circulaire, mais on ne sait pas vraiment quel est le rôle de chacun. Donc, de définir ce rôle-là, ça fait aussi partie des prochaines étapes. Bien hâte de voir ça. J'invite les gens à aller sur le site du CREL, le Conseil régional d'environnement de la Naudière. J'y suis allé là, tout dernièrement. Il y a plein de choses, plein de... toutes vos activités, si j'ose, votre programmation est là. Bref, ça vaut la peine. Et on devrait avoir, je me présume, il va y avoir un rapport de cette rencontre-là. Oui, tout à fait. Et nous contacter aussi parce que souvent, si vous avez des petites idées de choses à mettre en place, on peut aider à concrétiser ces petites idées-là pour en faire vraiment des gestes rassembleurs. Plus grands. Plus grands. Aurélie, merci beaucoup. Quant à nous, on se revoit après une petite pause de quelques secondes. De retour avec vous. Après coup. Après coup, c'est une invitation dans une maison pour femmes victimes de violences conjugales, de violences coercitives, pour témoigner d'une réalité assez difficile. S'il vous plaît, on va visionner la bande-annonce. Quelqu'un avait fait un signalement pour moi, comme de quoi que je vivais de la violence conjugale. Il n'y a pas un homme qui va me faire vivre de la violence conjugale. J'étais dans le néant total. J'ai plus jamais reparlé parce que je me suis dit, si le policier n'a pas remarqué que j'étais en détresse, puis au contraire, il m'a accusée, il n'y a pas personne qui va me croire. Après coup, on va rencontrer la réalisatrice, Mme Romane Garand-Chartrand, et vous êtes accompagnée de Dominique Vincili-Lorrain. Vous êtes intervenante à la Maison pour femmes La Ressource. La Traverse.
la traverse, oui, je suis quand même chamboulé. Moi, ça me chamboule. Dites-moi, qu'est-ce qui vous a motivé? Parce que c'est un document quand même dur, réel, mais dur. Qu'est-ce qui vous a motivé? Je pense que la motivation, c'est un mélange entre de la colère, de la rage, de l'impuissance, de l'incompréhension. Je pense que mon travail, c'est un privilège de faire des films, c'est un privilège d'être cinéaste. Mon travail, c'est d'aller à l'écoute puis à la rencontre des voix qui sont moins entendues. Ça faisait quelques années, avant qu'on commence à travailler sur le projet, ça faisait quelques années que j'avais cette envie-là de rentrer dans des centres de femmes, peut-être d'aller voir même des lignes téléphoniques, des centres d'appel. Puis voilà, quand j'ai eu l'opportunité de travailler avec l'ONF, bien, il n'y avait pas de choix pour moi. J'avais vraiment envie de me lancer dans cette aventure-là. Alors, après coup, c'est le témoignage de 10 femmes, toutes évidemment victimes de violences coercitives, de violences conjugales. Elles vous ont donc laissé entrer dans ce qui est peut-être leur dernière intimité, dernière bulle. Comment ça s'est fait, ce rapprochement-là? Là, il y a Dominique qui est avec nous, qui est intervenante. Comment ça s'est fait, ce rapprochement-là? Parce que ça ne doit pas être difficile là, de jaser devant une caméra de ses tourments, de ses problèmes. Comment ça s'est fait? Bien, ça a été graduel. Moi, j'ai commencé une première partie, en fait, à faire des recherches qui étaient plus théoriques, à me renseigner sur le sujet, à voir comment on traite de ça au Québec, à écouter tout ce qui a été fait là-dessus, les reportages télévisuels, journalistiques, tout ça. Et ensuite, la période un peu de recherche terrain a commencé, puis c'est là où j'ai fait appel au regroupement des maisons d'hébergement qui régit comme une partie des maisons qui sont au Québec. Et ils m'ont fait un peu comme un casting. Ils m'ont proposé des maisons qui pourraient être intéressées à participer, dont la Maison La Traverse. Et j'ai fait environ 7 mois de visite sur place avant que mon équipe de tournage arrive. C'était important pour moi de m'immiscer dans la réalité, de prendre part un peu aux activités quotidiennes, puis de créer un lien de confiance puis de complicité avec les travailleuses, avec les femmes, avant que la caméra, puis le micro, puis que l'équipe rentre. Et dites-moi, Dominique, comment est reçu ça? Est-ce que c'est une bonne nouvelle que quelqu'un s'intéresse vraiment à l'intérieur, à l'âme de ces femmes-là, enfin s'intéresse à ce qu'elles vivent à l'intérieur? C'est une bonne nouvelle, mais c'est toujours épeurant. Oui, c'est épeurant au niveau de la confidentialité, puis tout ça. C'est épeurant aussi en fait, de se demander est-ce que les femmes vont vraiment embarquer dans le projet, est-ce qu'elles vont avoir envie de parler avec la caméra et tout ça. Mais je pense que le fait d'être une maison d'hébergement, d'être là jour, soir, nuit, puis que Romane se soit vraiment investie, en fait, avec nous, avec les femmes, a fait en sorte que tout s'est vraiment arrimé comme un beau casse-tête. Fait que finalement, ça a été beaucoup plus facile que ce qu'on croyait. Il y a des mots, en fait, il y a des mots assez difficiles qui me sont venus en tête pendant le documentaire. Emprise, contrôle, culpabilité, honte, peur, tristesse et dépersonnalisation. Non pas que je ne connais pas le terme, mais ces dames-là ont perdu leur personnalité, je crois. En fait, elles ont perdu leur personnalité, elles ont perdu leur plaisir, leurs émotions, elles ont perdu tout ce qu'elles étaient, tout ce qu'elles ont déjà été. Donc, c'est des femmes qui, en fait, ne se rappellent plus c'est quoi leur repas préféré, une odeur qu'elles aiment, des choses comme ça. Elles se sont vraiment focalisées sur le besoin de l'autre, le besoin de l'homme violent dans ces cas-ci. Donc, tout ça est vraiment à recommencer, en fait, tranquillement et doucement avec elles. Parce qu'on peut être triste de voir ça, mais j'ai aussi écrit de beaux mots, comme reconstruction. C'est ce qu'elles vivent. C'est ce que vous avez vu, Romane. Elles, comme elles le peuvent, elles se reconstruisent. Ben oui, puis c'est là où la Maison La Traverse a un immense impact sur leur vie. On m'avait un peu averti d'avance. On m'avait dit, tu vas voir, c'est des femmes qui arrivent, qui sont physiquement recroquevillées sur elles-mêmes. Leur regard est penché vers le sol. Il y a des femmes avec lesquelles c'est plus difficile d'entrer en contact. Puis en sortant, après, bon, c'est souvent 3 mois. En général, un séjour, ça peut être plus long aussi. Mais en sortant, tu vois déjà qu'elles ont que leur cage thoracique est ouverte, qu'elles se tiennent d'une autre façon. Il y a quelques femmes avec lesquelles je suis encore en contact. Puis là, on va bruncher, on va dîner, on est devenues amies. Puis elles sont là, épanouies d'une manière où c'était pas du tout ce que j'avais vu en les rencontrant.
Fait que oui, puis le film est là-dessus aussi. C'est là où on voit toute la souffrance, puis les zones traumatiques, mais là où on voit aussi la reprise de pouvoir, puis comment ces femmes-là reprennent un peu l'emprise, se sortent de l'emprise dans laquelle elles étaient. Fait que oui, ça, c'est je veux dire, moi, j'ai témoigné de ça, de mon vécu. J'espère qu'on réussit à en parler un petit peu dans le film. Mais oui, moi, les femmes que j'ai vues qui sont passées par là sont transformées, là, carrément. Il y a un extrait, moi, qui m'a aussi... Il y a tellement d'extraits qui m'ont touché. Il y a un extrait qui m'a touché, ça semble une table ronde, un exercice qui, si je me souviens bien, je t'en veux pour. Et d'ailleurs, si vous me le permettez, on a cet extrait-là, un bel extrait qu'on aimerait vous présenter aussi. Je commencerai par un petit tour de table, un peu plus dur que d'habitude, j'ai envie de vous dire. Ça va être « Je t'en veux ». Donc, si vous voulez, je vais débuter. Moi, je t'en veux de m'avoir perdu, en fait, d'avoir fait en sorte que je n'étais plus capable de me reconnaître, puis qu'à cause de ça, j'ai dû me reconstruire. Puis ça a été très long pour moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait prendre la parole? Je t'en veux. Moi, je t'en veux parce que tu as fait de moi un objet. Tu m'as dépersonnalisé complètement. Tu as fait en sorte que je perde mon innocence, ma spontanéité, ma joie de vivre. Je t'en veux vraiment grandement. C'est des mots très, très durs, mais qui laissent place à l'espoir dans une maison pour femmes. Oui, on soigne, on reçoit, mais on veut reconstruire également. Quelle est la difficulté que vous vivez actuellement? Quels sont vos défis dans une maison de femmes violentées? Bien, je pense que nos défis, en fait, ça va être toutes les conséquences que les femmes vont vivre. Il y en a qui vont vivre tellement de conséquences différentes sur différentes sphères de vie que c'est trop à la fois, puis on a de la difficulté à se reconstruire parce que, justement, la montagne, en fait, elle semble tellement longue. Je pense que c'est là notre rôle d'y aller par la méthode des petits pas aussi. Fait qu'il y a plein de défis, mais j'ai envie de dire que ce qui est beau, c'est qu'on voit immensément d'espoir parce que c'est vrai que physiquement, les femmes, en fait, qui vont sortir de l'hébergement physiquement sont différentes. Donc, elles vont regarder plus haut. Pendant l'hébergement aussi, souvent, tout à coup, elles vont savoir que ce soir, j'ai envie de manger un spaghetti ou j'ai envie de manger un pâté chinois, puis telle odeur, ça, j'aime ça. Fait que les défis, en fait, c'est les défis de toute leur vie, de devoir continuer à travailler, de devoir continuer d'élever des enfants, de devoir... Justement, là, j'y venais, elles le vivent durement. Il n'y a pas elles qui le vivent, il y a les enfants. Et il y a une phrase dans le documentaire qui m'a, j'avoue, un peu jeté par terre. C'est quand j'ai entendu une des 10 dames dire « C'est quand qu'il quitte, lui. Parce que la plupart du temps, c'est les dames qui doivent tout recommencer. De mon point de vue à moi, c'est pour ne pas dire tout le temps, en fait. Oui, hein? Fait que c'est... Je me garde d'être trop une petite gêne. Hein? Oui, en fait, c'est tout le temps les femmes qu'elles doivent quitter puis qui doivent quitter pour leur sécurité. Donc, ça, on le comprend, mais parfois, c'est ça, c'est de changer de région complètement, de changer de réseau social, de changer de travail. Ce que l'abuseur ne fera jamais. Jamais. À moins, même s'il est arrêté, on a vu encore des événements. Est-ce que, bien qu'on a parlé d'espoir, de reconstruction, est-ce que les événements qui se passent, celui qui s'est passé il y a 2 jours, la semaine dernière, qu'est-ce que vous voyez à travers ça? Est-ce que ça vous décourage? Je sais qu'on doit dire non, là, mais... Bien, ça prouve que c'est encore d'actualité. Oui. Ça prouve qu'on n'a pas fini d'en parler. Ça prouve qu'il faut trouver des manières de se mobiliser pour que ça cesse, parce qu'il y a des féminicides, il y en a encore trop.
Moi, je veux dire, j'ai toujours peur que ce soit quelqu'un qu'on connaît, là, qu'on finit par voir le nom, puis c'est des gens qui, je veux dire, ces personnes-là ont des familles, fait qu'il y a des gens qui le vivent. Fait que oui, je pense que il faut continuer à se conscientiser socialement, à sensibiliser. C'est un peu ça aussi que le film veut faire. Oui, c'est une œuvre cinématographique, mais ça reste aussi une œuvre à vocation de sensibilisation. Je pense qu'il faut que les gens le voient parce que je pense que c'est beaucoup l'entourage puis les proches qui ont un impact. Les hommes ou conjoints ou conjointes, violents, violentes, il va toujours en avoir, des victimes aussi, mais je pense que c'est les gens autour qui peuvent faire la différence, qui peuvent être les soutiens, qui peuvent être les filets de sécurité. Puis c'est en remarquant les signaux que les gens dans l'entourage peuvent appeler SOS Violence conjugale pour faire un signalement. Et vous, Romane, ce documentaire-là, comment vous avez passé à travers? Ça a dû être très difficile par moments. Moi, ça a été difficile de le voir. Et je veux pas faire peur à personne. C'est une réalité dure. Ouais. On la connaît un peu, mais vous en êtes sorti. Comment vous avez passé à travers, puis comment vous en êtes sorti? Bien, ça a été difficile par moments, je ne le cacherai pas. Ouais. Moi, j'ai un background de cinéaste, je ne suis pas intervenante. Fait qu'à la maison, tu sais, je pense que les intervenantes, entre elles, vous avez ce support-là, cette empathie-là, que vous avez compris votre travail. Moi, reste que j'ai quand même vécu une certaine forme d'isolement, à avoir compris comment ça se passe dans la maison, mais à revenir chez moi, j'avais de la difficulté à faire le détachement entre les histoires que j'entendais. Un peu, hein? Exactement, ouais, j'avais de la misère un peu à laisser ça derrière moi quand j'arrivais à la maison. Je pense aussi que ce qui était important pour moi avec le film, c'était pas nécessairement de parler de violence physique, de traiter de tout le reste des nuances puis du spectre de la violence, mais ces histoires-là d'horreur qu'on connaît, je les ai quand même entendues. Fait que ça, c'est des histoires que je porte en moi. C'est un bagage qui va toujours rester, mais c'est important dans le film qu'on parle d'autre chose. Je trouvais que, oui, ces histoires-là sordides, elles existent, mais j'avais envie qu'on parle de tous les autres petits détails puis nuances. Mais je pense que j'ai été extrêmement bien épaulée par mon équipe. J'ai été bien épaulée par Dominique. Dominique, c'est l'intervenante de groupe, en fait, qui anime toutes les rencontres de groupe dans le film. Fait que, je veux dire, une part de la réalisation du projet passe à travers comment Dominique a animé ces rencontres-là. Fait que je pense qu'on s'est énormément soutenus là-dedans aussi. Tu as compris mon travail puis j'ai compris le tien. Mais oui, en même temps, ça a été une chance puis un privilège énorme de faire ce film-là. Puis je suis très reconnaissante du bagage aussi de vécu puis d'histoire que les femmes m'ont confié. Ouais. Et rapidement, vous, avez-vous été surprise de la part de ces femmes-là? En quelques secondes. Bien, en fait, honnêtement, j'ai été incroyablement surprise et choyée d'avoir autant d'ouverture. Puis ça a été merveilleux là, comme expérience, vraiment. Parce que autant, je crois, c'est peut-être une opinion personnelle, autant que ces femmes-là ont besoin d'ouverture, qu'on soit ouvert, autant elles-mêmes, elles s'ouvrent à tout le monde. Oui. Mesdames, merci beaucoup. Merci. Je dois dire, Romane, que c'est disponible, je crois, sur le site de l'ONF. Oui, gratuitement disponible partout au Canada. Je rappelle le titre. Après coup, je vous invite à le visionner, à le faire visionner. C'est, je crois, 27 minutes. C'est une dure réalité, mais c'est une réalité qu'on doit comprendre. Je vous remercie. C'est déjà tout et on se voit la semaine prochaine.